Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour la première partie de notre vidéo rétrospective consacrée au magazine officiel Lego Legends of Shima, car en effet, ce dernier s'est arrêté après à peu près 2 ans de bons et loyaux services, et donc je me suis dit qu'il serait intéressant bien, de faire un petit récap des différentes surprises qu'on a eues au fil des numéros, aussi des petites histoires qu'on a dans les bandes dessinées, car effectivement à l'époque je ne pouvais pas vraiment en parler vu que quand je faisais des vidéos découvertes, je n'avais pas le temps de lire les bandes dessinées, et donc voilà, de voir un peu tout ça ensemble, histoire de se rappeler un peu Shima, ce thème qui était remplacé par Next Knights au bout de 3 ans, ce qui était un peu le plan prévu maintenant chez Lego, qui font des espèces de gros thèmes d'action, prévus pour durer 3 ans et après être remplacés. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, le magazine Shima, le premier numéro est sorti en novembre 2013, et le dernier numéro, le 22e, lui est sorti en décembre 2015. Donc voici les deux côte à côte. Voilà, et donc nous, pour cette première partie, nous allons voir les 11 premiers numéros. Et donc pour commencer, je vais vous montrer rapidement toutes les surprises que l'on va voir ensemble, ou tout du moins leurs sachets, car effectivement les sachets à surprise sont aussi quand même assez jolis, donc je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas vous les remontrer. Donc je vous les montre rapidement, et après on va voir magazine par magazine, numéro par numéro, effectivement, ce qui se passait un peu dedans. Donc, niveau surprise, on aura, alors, laissez-moi juste le temps d'ajuster le focus. Donc on aura Ewar, Rascal, Grumlow, la rampe de Speeders, le canon araignée, Worries et l'hôtel loup avec la canine mère, la cachette crocodile, Krug, un obstacle de Speeders avec sa rampe d'ailleurs, qui n'est pas montré ici, Vornon, et la prison ainsi que la catapulte de glace. Voilà, donc ça c'est effectivement les différentes surprises qu'on va voir. Et donc on va commencer avec le numéro 1, publié donc en novembre 2013, et la surprise, comme vous avez pu le voir, c'était Ewar. Donc Ewar que voici. Alors à chaque fois en fait ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer la figurine, vous dire aussi si la figurine est rare, dans le sens effectivement où est-ce qu'on pouvait la trouver dans des modèles, est-ce qu'on peut la trouver dans beaucoup de modèles ou non, etc. Et après on verra l'histoire de la petite bande dessinée. Donc on va, voilà, quitte à faire, être sûr d'avoir une bonne visibilité, même si là c'est un peu blanc. Donc Ewar, comme vous pouvez le voir. Oh. Alors Ewar, il faut savoir qu'avec cette armure argentée, il est exclusif au magazine. Par contre, vous pouviez le trouver avec une armure dorée dans 3 modèles, à savoir donc l'Acro Fighter, qui était un modèle promotionnel, donc plutôt dur à trouver, ainsi qu'un pack de figurines là encore exclusif aux boutiques Lego. Et par contre, en tant que boîte de jeu normale, entre guillemets facile à trouver, vous pouviez l'avoir dans le Razar She-Rider. Même si encore le Razar She-Rider, c'était une sorte de gros véhicule corbeau, était genre un modèle, si je ne dis pas de bêtises, exclusif à certains magasins. Voilà. Donc en clair, Ewar, une figurine qui est quand même plutôt rare à trouver, donc assez intéressant de l'avoir dans le magazine. Et comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs ça on le retrouvera sur pas mal des figurines de magazine, l'arme était entre guillemets exclusive et une chouette arbalète, effectivement laser à ce niveau-là, donc qui rendait plutôt bien. Donc voilà pour Ewar, notre première figurine, comme ceci. Le numéro 1, c'était aussi l'occasion de... Alors effectivement, peut-être directement baisser d'un cran, je pense. Comme c'est des figurines, on aura... Comme ça, je peux directement, voilà, à chaque fois abaisser pour que vous ayez une image de fond pendant que je cause. Voilà. Donc effectivement, le premier magazine, c'était aussi l'occasion de commencer la Shimapédia. Donc la Shimapédia, qu'est-ce que c'était? Et bien simplement, c'était une petite page qui expliquait les différentes tribus, donc qui vous montrait les différents personnages de chaque tribu en vous mettant leur nom, leur petite description, etc. Et donc, pour le numéro 1, on a commencé, entre guillemets, logiquement avec les lions. Voilà. En termes d'histoire, une bande dessinée assez simple. On avait les crocodiles qui attaquaient les gorilles lors d'un transport de chi, et puis Laval vient à leur rescousse et bat Krager. Voilà, c'était grosso modo comment ça pouvait être résumé. Il n'y avait rien vraiment de plus là-dedans. Vous verrez qu'après, les résumés vont un peu s'étoffer en termes d'explication. Mais pour l'instant, vraiment, une histoire très simple pour ce premier numéro. On passe maintenant donc au second numéro. Nouvelle figurine, et d'ailleurs effectivement rival direct des aigles, à savoir les corbeaux avec Rascal. Donc voici. Alors Rascal était un peu moins rare que notre ami Ewar, même si comme vous pouvez voir là encore, il vient avec une très jolie lance assez massive. Donc Rascal en effet qu'on pouvait trouver dans le Rascal Double Crosser, qui était là encore un modèle promotionnel. Le Rascal Glider qui était lui par contre, je crois, la boîte de jeu entrée de gamme.
Aussi un pack de figurines exclusif. Et enfin, dans le Iglor Twin Bike, qui était la moto Aigle, sortie dans la seconde vague 2013. Et là, par contre, dans ce modèle-là, Rascal venait avec une grosse armure. Donc une armure 2.0, comme part, c'est une armure 1.0. Donc voilà, Rascal. Même si bon, la lumière peut-être un peu dur à voir. En termes de Schémapédia, dans le numéro 2, on avait donc les crocodiles. Et en termes d'histoire, c'était un peu plus compliqué, car en effet, on avait un tournoi de speeders chez les ex, si vous voulez, et Krager, avec l'aide des corbeaux, dont Rascal, justement, car ça, il faut aussi le préciser, c'est que la plupart des bandes dessinées, souvent, vont mettre en avant le cadeau qui est offert dans le magazine. Et donc là, forcément, on avait Rascal qui pilotait son véhicule, et bien pour enlever l'aval, car Krager voulait obtenir une rançon contre l'échange de l'aval qu'il avait enlevé. Voilà. Seul problème, c'est que si vous voulez donc l'aval, enfin Krager enlève l'aval et les deux sont transportés par le véhicule corbeau de Rascal. Seul problème, c'est qu'à un moment, le véhicule de Rascal lâche les deux, et donc les deux se retrouvent en fait perdus, si vous voulez. Et à un moment, l'aval va tomber dans un trou, et Krager doit prendre un choix en fait entre laisser tomber son ami, son ancien ami, qui est toujours méchant, Krager, ou alors effectivement soit le sauver, soit le laisser tomber, ce que veut sa sœur Cruller. Voilà. Et donc à la fin, il décide, contre l'avis de sa sœur, de sauver son ancien ami. Et justement, à la toute fin de la bande dessinée, on voit qu'au fond, on a un gros nuage noir qui arrive, qui approche autour du mont Cavora. Car en effet, eh bien, comme le magazine a commencé en novembre 2013, on aura au final eu juste 2 bandes dessinées qui ont, grosso modo, qui étaient dans l'histoire 2013. En clair, à savoir la rivalité entre Laval et Krager, le fait que Cruller manipule son frère avec une fleur, et bien tout ça, effectivement, ça n'a duré que 2 magazines pour la bande dessinée, car dès le 3e numéro, on est directement passé en 2014, et en 2014, eh bien, on avait une nouvelle vague et une nouvelle histoire. Donc, effectivement, le magazine était quand même plutôt réactif à ce niveau-là. Donc voilà pour l'histoire. Donc c'est vrai que j'étais un peu confus sur ce coup-là, donc je vais quand même vous la refaire, hein, au cas où vous n'aurez pas compris. Un tournoi de speeders organisé par les aigles. Krager en profite avec l'aide des corbeaux pour enlever l'aval afin d'obtenir une rançon. Seul problème, quand Krager s'empare de l'aval, les deux transportés par le véhicule de Rascal, et bien le véhicule les lâche au milieu de nulle part. À un moment, l'aval va chuter dans un trou. Krager doit faire un choix, soit laisser tomber son pote, soit le sauver, et donc contre l'avis de sa sœur, il décide de sauver son ancien ami. Voilà, parce que Krager quand même reste un peu gentil au fond. Donc ça c'est pour le numéro 2, c'est bouclé. On passe au numéro 3, donc janvier 2014, et là, en termes de surprise, on avait notre ami Grumlo. Alors c'est vrai qu'effectivement, je vous montre pas trop les têtes, j'aurais peut-être le faire, bon, c'est pas non plus le point central du... Alors par contre, vous voyez bien? Ouais, je pense que là vous voyez bien en fait. Juste qu'un peu j'éloigne. Voilà. Donc oui, effectivement, Grumlo en surprise, et comme on peut le voir, qui venait aussi bien qu'un marteau qu'avec une lance et un bouclier, qui d'ailleurs n'était pas montré sur la petite image illustrative, ce qui est quand même plutôt cool, je trouve, vu qu'en plus, ça permettait d'avoir un des nouveaux, effectivement, boucliers transparents bleu, apparu en 2014 avec la vague 1. Souvenez-vous, dans la vague 1, on avait effectivement les bêtes légendaires à collectionner, et donc chacun des personnages qui étaient dedans venait avec un petit bouclier. Donc du moins la majorité. En tout cas, voilà. Et donc Grumlo, justement, là encore, un personnage entre guillemets assez rare, car il n'était apparu que dans 2 modèles, d'ailleurs dans laquelle il avait une armure de couleur marron et non pas argentée comme dans le magazine. Donc effectivement, il apparaissait dans le Gorilla Striker, qui était le gros robot gorille de Gorzan, ainsi que dans un pack figurine. Là encore, un pack figurine plutôt rare à trouver. Voilà. En termes de Schémapédia, elle a été consacrée aux aigles cette fois-ci. Et en termes d'histoire, laissez-moi juste... Voilà. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'en termes d'histoire, il n'y a pas du tout de transition entre la dernière bande dessinée et la prochaine et la 3e, si vous voulez. Grosso modo, direct, on arrive avec les méchants sont arrivés, les bêtes légendaires ont été enlevées, une équipe a été formée pour les libérer, etc. etc. Donc au final, ça n'est pas expliqué plus que ça, c'est juste brièvement résumé. Et puis en fait, donc l'histoire, c'est que si vous voulez, Laval se fait enlever lors d'une expédition avec ses potes, car les araignées voulaient voler des speeders. Donc ils volent celui de Laval et Laval, et en fait donc ils se retrouvent enlevés et enfermés avec Sombrevent. Voilà, d'ailleurs, qu'ils retrouvent. Et donc là, Spilnin, qui est la reine des araignées, veut les forcer à faire un tournoi, histoire de les amuser un peu, voilà, un tournoi de speeders. Et donc ce qui fait qu'on a un duel entre Laval et Sombrevent aux speeders, donc qui font 3 épreuves, si vous voulez, donc il y a 1-1. Forcément, la dernière épreuve, il s'agit de sauter au-dessus d'un grand fossé. Sombrevent arrive
indemne à s'en sortir, mais Laval, lui, eh bien, court à sa chute, effectivement, quand il fait le saut, sauf qu'il est sauvé de justesse par Eris, effectivement, qui s'était rendu compte qu'il avait été enlevé, et donc qui arrive à le sauver in extremis de la chute. Voilà. Et à noter d'ailleurs dans la bande dessinée, son brevet apparaît, mais pas avec son casque de facochère, mais vraiment avec sa tête de l'Avertus normale, ce qui en fait est très bizarre vu que Laval ne le reconnaît pas. Alors pourtant il devrait le reconnaître vu qu'il a exactement la même tête, quoi. Hein, mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Hein. Car effectivement, je vous rappelle quand même qu'en 7, l'Avertus n'avait pas sa version avec son casque facochère. Il avait uniquement un corps différent, mais la tête était la même qu'avant, donc c'était un peu bof bof, voilà. Mais bon, c'était comme ça. Donc voilà, pour petite histoire, un duel de speeders duel de speeders forcé entre Sombrevent et Laval sauvé in extremis par Eris. Ok. Le numéro 4, donc, eh bien, c'était la première fois qu'on n'avait pas une figurine en tant que surprise, mais, entre guillemets, une sorte de structure, avec effectivement la rampe de speeders, donc qui venait avec une rampe, comme vous pouvez le voir. Aussi, un petit élément de décor avec 2 cristaux de chi, plutôt cool. Et aussi des petits pièges araignées. Et ça, c'était encore plus cool, car effectivement, les pièces de soucoupe avec la toile d'araignée, c'était quand même des pièces assez rares. Donc là, le fait d'en avoir 3 était vraiment intéressant, et pour la jouabilité, et aussi pour compléter la collection de petites pièces, qui en plus étaient thématiques, forcément, directement thématiques avec les araignées. Parce que autant, c'est vrai que l'histoire, elle, est concentrée sur les araignées, autant on est d'accord, Grumlow, lui, c'est un personnage purement 2013. Hein. 2013 vague 2 certes, mais 2013 tout de même. Mais qui, comme Paul, encore restait assez rare. Hein. Donc c'était quand même intéressant de l'avoir. En termes de Chimapédia, c'était les gorilles, justement, qui étaient à l'honneur. Et en termes d'histoire, cette fois-ci, c'était genre les scorpions qui empoisonnent, si vous voulez, la tribu des gorilles, avec leur dard. Et donc, justement, quand ils empoisonnent, ils peuvent les contrôler. Et donc là, ils les contrôler, aller envahir le Temple Lion, si vous voulez. Et donc, pour les faire sortir de cet état, eh bien, Laval, Krager et Gorzan avaient besoin d'une mousse bleue qui poussait uniquement dans les... Enfin, qui était dont la localisation était connue uniquement des scorpions. Donc ils arrivent à convaincre un scorpion qui leur dit effectivement, enfin qu'ils arrivent à le convaincre grâce à la plante de persuasion utilisée par Cruller. Et donc le scorpion leur dit que eh bien, la plante se trouve dans le repère scorpion, donc la mousse bleue effectivement. Et donc là, ils la trouvent. Et ils arrivent à s'en aller in extremis grâce au crocodile légendaire. Et puis après, ils arrivent effectivement, grâce à la mousse, à sonner les gorilles avant qu'ils n'attaquent le temple lion. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce numéro 4, c'est la première fois que qu'on voit les personnages utiliser leur chi pour devenir plus puissants. Avant, c'était pas le cas, là, c'est la première fois. Donc voilà. Donc une histoire d'empoisonnement de scorpions contre les gorilles pour les pousser à attaquer le temple lion. Heureusement, Krager, Laval et Gorzan arrivent à empêcher ça en trouvant de la mousse bleue, en arrivant à persuader, grâce à la plante de persuasion qui est bien utile cette fois-ci, un scorpion de leur dire où aller. Voilà pour le numéro 4. Le numéro 5 maintenant, eh bien, continuer sur la lancée des structures, mais ça c'est un peu différent, car en effet, on aura un canon araignée. Et donc là, c'est aussi assez cool, parce que comme vous pouvez voir, on retrouve la pièce sous-coupe, mais surtout, eh bien, ça faisait une arme de plus pour les tribus araignées, car il faut bien le dire, les tribus araignées, scorpions et chauves-souris n'ont duré qu'une seule vague. Donc avoir plus d'armement pour eux était quand même honnêtement un petit plus. Donc honnêtement, fort bien fait, comme vous pouvez le voir, avec en plus des sortes de petites pointes pour faire les pattes, comme des pattes d'araignée. Et il y avait aussi d'ailleurs une hache avec, histoire de fournir quelques accessoires. Voilà. En termes de Chimapédia, c'était les scorpions qui étaient mis à l'honneur. Et en termes d'histoire, grosso modo, là, le corbeau légendaire était sauvé. Et donc, justement, sur d'autres corbeaux légendaires, ils arrivaient en pleine attaque du château des aigles par les chauves-souris. Voilà. Donc, une fois que, alors je crois que c'est Eris, Laval et le corbeau Rascal, justement, ou alors que c'est un autre corbeau, je ne sais plus quel est le corbeau qui part dans l'équipe de sauveurs. Bref, une fois posés sur le château, on leur dit d'aller amener du chiche, si vous voulez, chez les castors, car l'Ultra Striker des Quoi, donc souvenez-vous, cette espèce de gros véhicule à chenilles, s'était écrasé dans un arbre, donc dans le camp des castors, et donc menacé de tomber, et par conséquent, de détruire le village. Voilà. Seul problème, c'est que Laval, lui, il en fait un peu qu'à sa tête, et donc il convainc Eris d'utiliser le chi, non pas pour aller aider les castors, mais plutôt pour détruire le repère des chauves-souris, afin que Eris soit reconnu par ses pairs, et donc qu'elle puisse entrer au Conseil des Aigles. Voilà. Or, bien évidemment, comme
ce n'est pas vraiment ce qu'il fallait faire, eh bien, ils se font avoir par deux chauves-souris, ce qui fait que les chauves-souris envoient la balle dans le vide et s'emparent du sac de Chi. Voilà, donc Eris bien sûr va encore sauver Laval qui tombe dans un trou, ce qui est quand même assez redondant, et ensemble, après coup, ils arrivent à piéger les vautours, non pas les vautours, les chauves-souris, afin de récupérer le Chi, puis après là ils se disent bon, fini de rigoler, fini de faire des bêtises, on va sauver l'Ultra Striker, voilà, et donc ils sauvent l'Ultra Striker des branches, et puis après ils s'en servent pour revenir au château Aigle, où là justement ils se servent du canon araignée, donc celui-ci, pour battre les chauves-souris et donc les repousser de leur attaque du château des Aigles. Donc j'espère que vous avez un peu compris, parce que c'est vrai que des fois, là je reprends un peu le résumé que j'ai écrit, des fois c'est un peu clair, donc j'espère que ça l'est, mais grosso modo voilà quoi. Le corbeau légendaire est sauvé, Eris et Laval qui étaient dessus arrivent au château des Aigles. Ils se rendent compte que ce dernier est attaqué par les chauves-souris. Là, on leur dit pas le temps de s'occuper des chauves-souris, il faut aller vous occuper de l'Ultra Striker qui s'est vautré en terrain castor. Laval décide de faire autrement, ils se font piéger, après ils arrivent à récupérer le Chi et donc ils viennent en aide finalement. Finalement, ils font tout ce qu'on leur a demandé de faire. On passe au numéro 6 maintenant. On retrouve une figurine avec Warriors, comme ceci, mais Warriors qui ne vient pas seul car il aura certes une armure 2.0, une petite lame ainsi que le cristal de Chi, mais il aura aussi en effet le petit hôtel loup comme ceci, donc qui contient, je suppose, ce qu'on pourrait considérer comme la canine mère, donc vraiment un objet très important en Shima, et ce qui est plutôt cool, en tout cas moi je la considère comme telle. Alors par contre Warriors lui est un peu moins exclusif que les personnages vus auparavant, car il apparaît aussi dans le château Aigle, ainsi que dans le château Aigle, ainsi que dans le modèle du loup légendaire, ainsi que dans le char. Le char de combat loup, hein, le gros véhicule de vague 2. Alors peut-être qu'il apparaît dans un Speeders, honnêtement je pense qu'il y a dans un Speeders, mais ce n'était pas indiqué sur Brickset, là où je suis allé chercher mes informations. Donc ça me semble un peu bizarre, mais bon voilà quoi. Et aussi en termes de Shimapédia, c'était consacré aux araignées. Et donc, justement, en termes d'histoire, on a les Warriors qui utilisent la canine mère afin de savoir où se situe la louve légendaire, voilà. Mais se fait enlever la canine mère par Windra, voilà. Donc ensuite, cette dernière se fait poursuivre par les scorpions, donc Warriors forcément il va pour l'aider aussi pour récupérer la canine mère, sauf qu'il se retrouve, à force de voir l'aider, il se retrouve dans le repère des scorpions, voilà. Là, Windra lui dit qu'elle a fait exprès de s'emparer de la canine mère parce que elle savait que la mère louve, donc la louve légendaire, se trouvait dans le repère, voilà. Néanmoins, avant qu'elle ait le temps de plus lui parler, Scorm enlève Windra, donc Scorm c'était le grand méchant des scorpions si vous voulez, mais Warriors arrive à la sauver, là Warriors il tombe et puis il se réveille, il ne se souvient de rien, sauf que ses potes Laval et Krager lui disent que, eh bien, il s'est bien débrouillé, et donc il a réussi à sauver Windra, et donc maintenant ils peuvent repartir pour aller sauver leur animal légendaire. Voilà. Honnêtement, c'est une histoire un peu bizarre parce qu'on dirait presque que c'est un rêve, si vous voulez, vu que Windra agit un peu bizarrement. Après, à la fin, t'as Warriors qui se réveille après sa chute sur Scorn, donc on croirait que c'est un rêve, mais au final, non, ça s'est bien passé, c'est juste que c'est comme ça, donc c'est un peu bizarre comme histoire, voilà. Mais c'est comme ça. Et donc oui, forcément, là aussi, vous avez peut-être rendu compte, mais les histoires dans la bande dessinée sont plus du genre des histoires parallèles, annexes à l'histoire principale qui est racontée dans la série. Bien évidemment, ça ne raconte pas la même chose, ça raconte des trucs un peu à côté, voilà. Donc là encore, peut-être qu'effectivement, les animaux légendaires, la louve légendaire est sauvée dans la série. Je m'en souviens plus exactement, mais ça se trouve c'est possible. Et donc c'est pour ça qu'ils ne la sauvent pas dans la bande dessinée, afin que ça ne fasse pas doublon. Donc en tout cas, vous pouvez recréer effectivement ce qui se passe dans la bande dessinée grâce aux jouets fournis dans le magazine. Oula, on a un peu de problème de lumière. Voilà. On passe au numéro 7, avec à nouveau une structure, qui est la cachette crocodile, d'ailleurs qui est très bien faite, je trouve, dans le sens où comme Power, vous avez la tête ici ainsi que la queue à l'arrière, donc ça reprend vraiment le côté un peu structure et véhicule de Shima qui reprenait une forme animale.
Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, la bouche peut s'ouvrir avec une pièce imprimée, ce qui rend plutôt bien. Et pour le reste, c'est un porte-arme, comme on peut le remarquer. Voilà. Donc, comme ceci, pour notre petite cachette crocodile. Et donc, pour la Chimapédia, c'était les loups mis à l'honneur, même s'il faut savoir que la couverture du numéro 7, excusez-moi, montrait la couverture disait que c'était la Chimapédia pour les chauves-souris, alors que ce n'est pas le cas, c'est les loups à l'intérieur. Donc ne vous faites pas avoir, effectivement, si vous voulez acheter le numéro d'occasion, vous vous dites, ah chouette, il y aura les chauves-souris dans le numéro 7, non, ce sera les loups. Voilà. Alors attendez, parce que là je suis en train de me rendre compte que j'ai un pavé énorme à vous lire, donc j'essaie de vous faire ça. Ah oui, d'accord, ok, effectivement. Ok, oui. Donc, on a, donc oui, effectivement, c'est vrai que c'est la première fois dans le numéro 7 que le père de Krager, enfin son enlèvement, est mentionné. C'est vrai qu'avant, il n'avait pas du tout mentionné qu'il fallait le récupérer, donc là, il est mentionné pour la première fois. Donc l'équipe en soi fait une pause et décide de repartir dans leur tribu originelle, sauf Laval et Krager qui pensent que comme c'est un peu trop calme, il y a un piège qui se prépare. Donc ils se rendent compte, effectivement, ils se déplacent vers le camp des araignées et se rend compte que effectivement Spilin a bien prévu une attaque sur le temple lion et que pour avoir des armes, eh bien, elle compte aller voler l'armurerie des crocodiles. Voilà. Donc là, Laval et Krager se rendent à l'armurerie, ou plutôt se rendent au camp des crocodiles. Ils expliquent à la reine que ce qui va se passer, et donc elle décide d'aller envoyer des troupes au temple de Lyon, du temple Lyon, accompagné de Laval et Krager. Alors pourquoi elle décide d'aller envoyer des troupes au temple au lieu de laisser les troupes pour défendre l'armurerie? Ça, j'en sais strictement rien, mais bon, c'est comme ça qu'est fait la bande dessinée, hein, voilà. Ensuite, on a Spilnin qui fait un pacte avec Cruller, qui est toujours un peu, voilà, elle est toujours un peu méchante, hein, pour que cette dernière leur ouvre leur armurerie, voilà. Alors pourquoi effectivement est-ce que Cruller fait ça, alors qu'on pourrait se dire qu'elle veut se battre contre les araignées qui ont quand même enlevé son père, hein, voilà. En fait simplement parce que Cruller, si vous voulez, s'est fait rabrouer par sa mère juste avant, et comme elle n'est pas contente, elle se dit, bah voilà, je vais lui faire voir, quoi. Donc bon, ce qui fait qu'effectivement, elle ouvre l'armurerie, parce que l'armurerie Croco, il faut le savoir, est uniquement ouvrable par un crocodile, voilà. Donc voilà, alors je crois que c'est ça où j'en étais, moi, effectivement. Donc elle ouvre l'armurerie, forcément les araignées prennent les armes, elles vont attaquer le bateau crocodile, elles font prisonnier Laval et Krager, ensuite le crocodile légendaire sort de l'eau et sauve Krager et Laval qui étaient donc enfermés donc, sur le bateau, voilà. Puis ensuite, donc, Laval et Krager sur le crocodile se rendent au Temple Lion, mais ils arrivent trop tard. Donc, ils doivent se battre contre Lennox et... alors, Lennox et Longtooth, je crois, ou Leonidas, je crois plutôt, qui sont effectivement manipulés par des fils d'araignée. Ça c'est assez rigolo, c'est qu'effectivement, les deux, si vous voulez, sont manipulés par des fils d'araignée, un peu comme des pantins, et donc je trouve ça assez rigolo, voilà, c'est assez original, je trouve. Voilà, donc forcément c'est un peu la grosse galère, sauf qu'à un moment Cruller se rend compte que Spilin s'est fait livrer des chaussures en crocodile, et là elle décide d'utiliser la plante de persuasion contre Spilin afin qu'elle leur donne le repli de ses troupes. Voilà. Donc au final, l'histoire semble un peu compliquée, tout ça pour ça quoi au final. Et pourtant ils avaient réussi, parce qu'ils avaient vraiment le temple lion, ils avaient réussi à l'envahir, hein, les araignées, mais bon, comme on peut le voir, il suffisait de la plante histoire de s'en sortir et puis basta quoi. Bon. Voilà. Numéro 8, c'est Krug, donc, qui est la figurine offerte dans ce magazine-là. Voilà. Alors Krug, lui, c'est un peu un multirécidiviste hein, en termes d'apparition, parce qu'il apparaît vraiment de nombreuses fois. Donc on va voir ça ensemble. Alors, il apparaît dans le Swamp Jet. Alors oui, effectivement, par contre, avec une armure lourde, c'est la seule façon de le choper. Voilà. Que vous le sachiez. Alors, par contre, c'est vrai que je ne montre plus la figurine. Non, c'est vrai que je ne fais même plus de turnaround de figurine. J'en ferai une après avec Worries. Par contre, c'est parce que cette caméra est très bizarre. Voilà, passer un peu de temps pour ajuster, mais histoire d'être bien sûr d'avoir quelque chose de propre. Et je vous remonte Worries vu que bon. Voilà. Ok, donc Krug, effectivement, alors, comme je vous disais, avec cette armure lourde là, donc l'armure 2.0, c'est exclusif au magazine. Par contre, vous pouvez le trouver avec armure 1.0 ou sans rien
dans d'autres modèles, donc à savoir le Swamp Jet qui est un modèle promotionnel, le Lennox Lion Attack qui est donc le buggy de Lennox, le Croc Swamp Hideout qui était effectivement la base crocodile un peu difficile à acheter et un peu cher en plus, le Croc Chomp donc qui était le modèle Speeders avec Krug, et aussi un pack figurine. Voilà. Et bien sûr sans compter les autres livres d'activités dans lesquels il a pu apparaître. La Chimpédia est consacrée aux rhinocéros, aux chauves-souris et aux corbeaux. Donc comme ça, 3 tribus directes. Il faut dire aussi que rhino et chauve-souris n'ont que 2 membres dedans. Ou tout du moins 2 figurines sorties en Lego. Et pour l'histoire. L'histoire. Alors, l'histoire, si j'arrive à cliquer sur la fenêtre de bloc-notes. Ah oui, effectivement, c'est vrai que on était comme pas avec une sorte d'invasion des araignées. Oula, excusez-moi, on va reprendre. C'est le poil de la caméra qui est un peu trop massif. Donc, oui. Alors l'histoire, grosso modo, Scorm est battu, la Vertus est sacrifiée, tout ça en arrière-plan. En clair, c'est pas montré, c'est juste expliqué en résumé. Et donc l'histoire, elle, se consacre effectivement à Laval, qui lui est rongé entre guillemets par la mort de la Vertus. Hein, donc il décide de rester au camp alors que les autres retournent à Shima, donc accompagné du père qui a été sauvé. Et effectivement, pourquoi il reste au camp? Eh bien, entre guillemets, pour protéger les autres, voilà, parce qu'ils se sentent vraiment coupables. Donc, Laval, il se rend compte après coup que les araignées et les chauves-souris, qui ne sont pas, elles, pas encore battues, eh bien, ont fait un pacte pour mener une dernière attaque. Donc Laval part prévenir la troupe, donc composée de Eris, etc., qui était partie pour Shima, pour les prévenir qu'effectivement, il y a une grosse attaque qui se prépare. Donc là, tous ensemble se battent. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est quoi ça? Ah oui, effectivement, d'accord, oui. Donc effectivement, ils battent tous comment dirais-je, la petite escouade araignée chauve-souris qui était partie pour affronter, qui était partie pour envers Shima, si vous voulez. Et après, ils se rendent compte qu'il y a des grosses tornades qui sont provoquées, si vous voulez, parce que, eh bien, les araignées, entre-temps, ont tissé une grande toile autour du mont Kavora, ce qui fait que l'équilibre climatique écologique est complètement rompu, complètement chamboulé, et donc il y a des grosses tornades, effectivement, qui débarquent de nulle part. Voilà. Et donc, il faut aller détruire la grosse d'araignée. Donc, voilà. Donc, Laval part avec l'hélicoptère de la Vertus et arrive avec l'aide de Eris à détruire la toile, voilà, à l'aide des armes du véhicule. Donc, il utilise les armes du véhicule de la Vertus, effectivement, afin de détruire la toile. Et puis, aussi, pendant qu'il est dans les tornades, il y a une apparition de la Vertus qui lui parle du pouvoir de l'amitié et qui lui dit de ne pas abandonner ses amis. Et donc forcément, suite à cette vision, à cette apparition, eh bien, il prend conscience qu'il faut qu'il reste avec ses amis et non pas qu'il s'isole tout seul dans son coin, comme ce qu'il comptait faire au début de l'histoire. Voilà. Et donc ça, eh bien, c'est la dernière histoire de la vague 1 2014. Et donc justement, le numéro 9 qui lui est sorti en juillet, et bien là encore est vraiment au taquet parce que eh bien on a une nouvelle présentation pour la bande pour le magazine, donc qui est aux couleurs de la vague 2, voilà. Et on a aussi une histoire effectivement qui va, comme vous pouvez le voir, qui sera comment dirais-je, qui est liée à la seconde vague 2014 de Shima. Voilà. Et donc par contre, en cadeau, on a un second obstacle Speeders, donc on aura à nouveau une rampe, mais voilà, c'est franchement rien de spécialement incroyable là-dedans. Et voilà, un obstacle comme ça, donc de feu, qui honnêtement rend plutôt bien, je dois avouer. Il est assez massif, comme vous pouvez le voir. En plus, vous avez des pièces marteau et des pièces scie de feu, donc des petites pièces une fois une. Donc honnêtement, non, vraiment un bon petit cadeau, je trouve. Ah oui, et vous allez vous demander pourquoi il y avait, est-ce qu'il y avait Krug dans la bande dessinée avant, vu qu'il apparaissait en surprise. Oui, Krug apparaît au début de la bande dessinée, effectivement, parce qu'il fait partie de l'escouade qui repart vers Shima, quoi. Voilà. Et donc, que Laval arrive à rattraper pour leur prévenir qu'il y a une attaque imminente de l'alliance chauve-souris-araignée. Par contre, je trouve ça plutôt cool, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand il avait écrit au début de la bande dessinée que Scorm avait perdu, je me suis dit, bon bah, c'est fini comme ça et tout. Mais non, c'est juste les Scorpions qui avaient perdu au final, et donc on a encore une sorte d'un peu de dernier assaut, de dernier espoir du côté des chauves-souris araignées, et ça, je trouve ça assez sympathique. Voilà. Donc, en termes de Shimapédia, on était sur les Phoenix. Donc là encore, très rapide. Hein.
Voilà. Et ensuite, eh bien, au niveau de l'histoire, alors c'est Eris effectivement qui est invité chez les Phénix, Laval qui est jaloux et qui n'est pas invité, il va quand même, voilà. Donc les Phénix annoncent qu'ils veulent faire d'Eris eh bien un Phénix à part entière, voilà. Mais avant de pouvoir le révéler, ils apprennent que Sir Fangar a gelé les gorilles lors d'une séance de méditation autour d'une fleur, voilà. Donc Fluminox envoie Eris et bon Laval se joint à elle parce que voilà, il a pas envie de laisser tout seul. Donc il envoie effectivement Eris et Laval malgré lui avec Flinx pour justement pour dégeler les gorilles. Voilà. Donc Eris et Laval font diversion en détruisant la maison de glace que faisait construire Fangar. Donc oui, effectivement, c'est un peu bizarre, parce que si vous voulez. Donc Fangar d'abord, il gèle la fleur sur laquelle méditent les gorilles, et puis après il dit ouais, ce serait cool si vous me faisiez une petite maison de vacances juste devant comme ça. Donc les troupes de glace construisent une maison de vacances pour Fangar, et donc justement Eris et Laval font diversion en détruisant la maison, voilà. Et Flinx de son côté fait fondre la fleur grâce à ses petites ailes de feu et donc arrive à libérer les gorilles. Voilà. Et par contre, c'est assez intéressant parce que si vous voulez, donc Laval et Iris font diversion en fait grâce à des speeders. Et donc ces speeders, ils les trouvent dans un coin reculé de la forêt. Et donc au début, quand on lit ça, on se dit ah ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que vient de foutre, excusez-moi, qu'est-ce que vient de faire ces speeders ici perdus au milieu de nulle part. Et en fait, t'as Laval qui précise que pendant l'attaque des tribus maléfiques, donc à savoir araignées, scorpions, chauves-souris, eh bien les différentes tribus de Shima ont mis en place dans tout Shima des caches d'armes, des caches de speeders afin d'être prêts à se défendre à tout moment. Et ça, j'ai trouvé ça franchement assez intéressant en termes d'histoire parce que c'est honnêtement bien pensé. Et c'est vrai que c'est assez cool parce que ça fait un peu partie de ce côté un peu guerre que se mènent les tribus. C'est vrai que dans Shima, au final, le côté guerre est plus ou moins mis en avant. C'est quand même souvent plus, enfin tout du moins, c'est vrai que pour tout ce qui est 2013, c'est plus au final des sortes de petites escarmouches, des petits quiproquos qui mènent à des sortes de petites batailles, mais c'est pas vraiment une guerre vraiment complète, une guerre totale. 2014 vague 1 avec les tribus magnifiques, c'est pas non plus vraiment un concept de guerre, c'est plus un concept de partir sauver les bêtes légendaires, voilà. Et pour ce qui est 2014, vague 2 et 2015, effectivement, là, on était plus dans un concept de guerre avec des attaques successives de Sir Fangar contre les tribus lions. Voilà. Mais ouais, donc j'ai bien aimé effectivement ce côté un peu guerrier là-dedans. Donc voilà pour le numéro 9. Et donc on arrive à notre avant-dernier magazine pour cette première partie. Et donc là, on va retrouver une figurine, et qui plus est, cette fois-ci, est vague 2. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte, et ça, c'est vrai que je n'ai pas précisé, donc je vais mettre la figurine ici, et d'ailleurs la figurine, je vais en reparler parce qu'elle a un peu un problème, voilà, c'est que nous n'avons eu aucune figurine de la vague 1 2014. Donc pas de figurine de scorpion, donc pas de figurine de chauve-souris, ou quoi que ce soit du genre. C'est vrai que c'est un peu dommage, d'autant plus quand on sait que, comme vous avez pu le voir, au final, la dernière surprise qu'on a eue avant de passer à la vague 2, eh bien c'était Krug. Krug, honnêtement, qui est un personnage quand même qui est assez redondant, et j'aurais bien aimé avoir eh bien, au moins un personnage des tribus maléfiques. Alors peut-être que comme ces figurines sont quand même assez rares en soi, parce que c'est vrai que, là encore, je vous l'ai déjà dit, mais la tribu maléfique, c'est une vague, et donc souvent, les personnages sont exclusifs à un set. Peut-être que, effectivement, ils ont préféré ne pas en sortir. En tout cas, c'est un peu dommage parce que, certes, on a eu un peu d'araignée, mais on a eu une araignée grâce à un canon et grâce à des plots avec l'obstacle Speeders, quoi. Donc, pas non plus top. Donc, un peu dommage, voilà. J'aurais bien aimé un scorpion qui, honnêtement, sont des belles figurines, hein. Je veux dire, ça reste quand même des chouettes figurines et bon, voilà. Bon, c'est comme ça. Et donc, comme Power, eh bien, Lego, entre guillemets, ne refait pas cette erreur avec la vague 2, car dès le numéro 10, on aura Vornon. Donc Vornon qui de base, d'ailleurs je vais déjà préciser, vient avec une lame un peu édentée, sauf que moi je pense que j'ai un problème, et donc j'ai 3 ailes. Car effectivement je pense que l'aile doit faire à peu près le même poids que la lame, et donc il y a eu dû avoir confusion lors de l'emballage. Bref, moi j'ai 3 ailes alors que de base vous avez une lame. De base j'avais un pote qui m'en avait envoyé une en remplacement, mais là je l'ai pas du tout avec moi, quoi, si vous voulez. Je suis pas... je sais pas où c'est passé du tout, donc je ne pourrais pas vous le mettre avec une lame normale. Mais vous pouvez le voir avec le sachet. Je vais vous montrer ça. Voilà, ils sont vraiment complets. Donc, notre vautour Vornon. Alors lui, il est apparu aussi dans plusieurs modèles, dans 4 modèles en tout. Donc dans le Krager Fire Striker, qui est effectivement le véhicule de Krager apparu, je crois, en vague 1 ou en vague...
de feu et glace. Bref, c'est un véhicule assez rare à trouver, pas spécialement, entre guillemets, essentiel. Le Bladvik Rumblebeer, donc qui était effectivement le Mecha Ours, donc ça effectivement c'est du 2015. Un pack de figurines, là encore exclusif, et le robot Mammouth, donc le gros robot à 4 pattes, dont je n'ai plus le nom, mais voilà, vous voyez, vous visualisez un peu. D'ailleurs, on va peut-être aussi faire un temps la rente tant qu'on est là. Ah bah, je me souvenais plus, mais c'est vrai qu'effectivement, Vornon, il a pas de, ils n'ont pas de double, ils ont pas de double faciès. Ça avait commencé avec les araignées, les tribus maléfiques, ça il me semble. Le fait qu'ils n'avaient qu'un imprimé, quoi. Souvent pour réduire les coûts. Voilà. On va rester comme ça. Ok. Donc, en termes de Shimapédia, c'était les tigres à dents de sabre, après les phénix qui étaient mis en avant. Donc, tout de suite les grands rivaux. Hein. Voilà. Et donc, l'histoire. Alors, Vornon, justement. Donc là, effectivement, il est central à l'histoire. Le dernier, attendez, j'ai. Ok, d'accord. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que l'espèce de piège-feu n'apparaît pas vraiment dans la bande dessinée précédente. Peut-être juste la rampe quand ils s'écrasent leur speeder sur la maison de vacances de Surfangar, mais à part ça, voilà. Bref, donc, Varnon est envoyé par Surfangar pour lui ramener une proie afin d'en faire une statue de glace. Voilà. Donc en vol, il voit que Flinx est parti du temple, donc du temple Phoenix, et donc il le capture. Voilà. Quand Fluminox se rend compte de ça, il envoie Tormac qui prend avec lui Krager et Laval pour aller les sauver. Eris. Ah oui, effectivement, Eris qui suit son entraînement pour devenir Phoenix doit rester en arrière, mais elle donne néanmoins une sphère de chi de feu à Laval pour qu'il puisse s'en servir sans que Fluminox le sache. Car effectivement, un gros point de répétition pendant les premiers épisodes de la bande dessinée pour cette nouvelle vague, c'est que Fluminox, Laval, il en a rien à faire de Laval, quoi. Il croit pas en lui et il veut pas lui donner du chi de feu, quoi. Donc grosso modo, s'il est à chaque fois Laval qui est pas content, ce genre ouais moi aussi je dois devenir un phénix, blablabla. Donc là effectivement, Eris lui enfile un peu en douce du genre prends ça, mais dis pas que c'est moi qui t'en ai donné, quoi. Donc ensuite, Tormac, Krager et Laval arrivent et se battent contre les troupes de Surfangar, voilà. Krager et Laval se font geler, mais Tormac arrive à temps pour les dégeler. Ils prennent Flix et puis ils arrivent à s'échapper, néanmoins en laissant Tormac hélas derrière. Donc après, les troupes de Fangar qui les poursuivaient sont arrêtées dans leur poursuite par un arbre qui prend feu sous l'impact de la foudre. Hein. La foudre s'abat sur l'arbre et donc il s'écrase avec le feu et forcément, comme les tribus de glace craignent le feu, et bien voilà, elle s'arrête là. Et bon, on pense que Tormac, oh là là, le pauvre il est resté en arrière, mais à la fin de la bande dessinée, bien sûr, Tormac réapparaît victorieux du genre hey, je suis là, et donc Flinx est super content forcément parce qu'il n'a pas perdu un de ses amis. Donc voilà, grosso modo, hein, c'est une mission de secours. Ah oui, je crois aussi qu'il y a un truc par rapport à la sphère de chi de feu, il y a genre Laval qui veut s'en servir, mais genre il l'a fait tomber ou un truc comme ça. Enfin bref, là encore, ça leur crée plus de problèmes que d'avantages. C'est vrai que ça, je l'ai pas mis dans mon résumé, mais je pense qu'il devait y avoir un problème comme ça. Bon, et on arrive donc maintenant au dernier magazine qu'on va couvrir dans cette première partie. C'est le magazine numéro 11. Et donc là, on repart sur de la structure avec un petit combo. Donc d'un côté, une prison de glace avec la fameuse pièce qui était faite moulée exprès pour. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir essayer de vous remontrer ça un peu rapidement. Ainsi qu'une catapulte de glace. Là encore, on va revenir là-dessus un peu après. Voilà, donc c'est comme ça, voilà, je vous montre ça rapidement, avec Vendant. Donc vous avez la prison de glace et vous avez aussi donc la catapulte, alors qui tire vraiment, vous avez 3 projectiles avec, comme vous pouvez le voir, et aussi une petite hache, histoire de. Voilà, comme ceci, et donc voilà, catapulte, comme ça. Donc c'est quand même plutôt cool, je tiens à dire, parce que c'est vrai que eh bien, ces parties-là sont quand même des pièces en toit assez. Alors peut-être pas non plus si rares que ça, quoique si la pièce bleu transparente est assez rare, hein, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc des pièces plutôt rares qui sont là encore assez utiles pour un peu, oui, j'ai envie de dire un peu compléter vos décors. Je sais pas parce que c'est vrai qu'il y a au final assez peu de décors avec la tribu glace et. Enfin, ah quoi, non. Il y avait assez peu de décors en effet lors de la première vague feu glace, donc en 2014 vague 2.
à part effectivement le temple de Surfangar, c'est vrai. Après, avec 2015, on a eu des structures en plus. Voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même un avantage d'avoir ces structures-là. Numéro 11, et donc là, je suis un peu dit, est consacré à la tribu de garde des Phénix, donc à savoir Tormak, Ligela et Lindor. Voilà. Et donc, en termes d'histoire, la bande dessinée nous racontait, enfin nous montrait que Laval et Krager étaient effectivement en train de passer les épreuves de Fluminox afin d'obtenir du chi de feu, donc de façon réglementaire cette fois-ci, voilà. Et donc pour ce faire, l'épreuve consistait à atteindre à l'endroit haut perché afin d'obtenir une fleur de flamme. Si je dis pas de bêtises, voilà, ce qui n'y arrivait pas. Donc découragé, Krager s'en va, mais est capturé sur le chemin du retour par Surfangar, qui l'enferme dans sa forteresse. Après avoir appris la nouvelle, Laval, accompagné de Liela, vont à la forteresse. Déguisés en tigradants de sabre, ils arrivent à entrer dedans et trouvent Krager. Voilà. Pendant ce temps, Cruller va signer en fait un pacte avec Fangar pour s'allier, pour allier l'armée des crocodiles à l'armée des tigradants de sabre en échange de la libération de son frère. Donc là, honnêtement, c'est vrai que même si Cruller est encore dans le coup, c'est pas vraiment un acte délibéré. Là, c'est plus effectivement parce elle veut sauver son frère et donc elle va signer le pacte, quoi. Mais là, elle le fait pas encore. Elle le fait pas encore. Donc, afin de faire fondre, oui, car effectivement, Krager est prisonnier derrière des barreaux d'acide d'araignée. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, c'est là. Donc, pour effectivement faire fondre les barreaux, on a Liela et Laval qui explorent un peu la forteresse, jusqu'à trouver l'armurerie. Et donc, justement, dans l'armurerie, eh bien, on a ces parties-là qui sont dedans. Et donc, justement, avec une arme de glace, qui est la hache, eh bien, ils arrivent à faire fondre... non, à casser, effectivement, c'est ça, oui. Voilà, ils arrivent à libérer Krager, puis à s'échapper, non sans avoir battu un vautour. Et donc effectivement, c'est avec les ailes récupérées sur le vautour qu'ils ont battu avant que Krager et Laval arrivent à se concocter des ailes artificielles, et donc ils arrivent à récupérer ensuite la fleur de feu qui leur donnait beaucoup de mal au début de la bande dessinée. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire. Hein. Épreuve, Krager s'est enlevé, ils arrivent au temps, et donc forcément, hein, Cruller ne signe pas le pacte, vu que Krager arrive à s'échapper à temps. Voilà. Donc, c'est tout pour ça. On va se quitter là-dessus. Alors, bien sûr, je vais quand même peut-être vous mettre rapidement tous les petits bonhommes et avoir une petite image de fin un peu propre hein, pour la miniature. Bien sûr, on refera aussi une belle image de fin avec toutes les surprises à la fin de la seconde vidéo. Ça y sera aussi, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà. Entre temps, on va au moins faire. Alors par contre, là, ouais, ok, d'accord. Donc là, je vais prendre le temps. Donc bien évidemment, je vais prendre le temps de faire quelque chose d'assez bien. Néanmoins, si vous voulez arrêter la vidéo là, vous pouvez, hein, parce que hormis la petite image de fin, il n'y aura rien de plus, je pense, en termes de contenu pur. C'est vrai que je m'arrête un peu. Je m'arrête au 11 en fait, oui, parce que c'est la moitié des magazines sortis. Il y en a 22 en tout. Il n'y a pas de raison spécialement liée à l'histoire ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment juste parce qu'il y a 22 magazines sortis, donc je m'arrête à la moitié. Voilà, histoire de ne pas faire des vidéos trop longues, comme on est déjà à 42 minutes, donc c'est déjà bien assez grand comme ça. Donc par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais faire la vidéo après coup, donc la seconde vidéo. Donc je ne pourrais pas effectivement répondre à vos, entre guillemets, à vos... Si vous avez trouvé la vidéo 1 pas top et que vous voulez des modifications, bah ça je ne pourrais pas vraiment les changer pour la vidéo 2. Alors par contre, je me rends compte qu'effectivement on va être un peu serré, hein, parce qu'on a... on a juste pas de place en fait. Hein. Ah bah attendez, si je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ça en fond. On les verra peut-être un peu moins bien, mais au moins on en aura plus sur l'écran. Et je vais me dépêcher aussi ce qu'il y a à faire parce que je suis quand même un peu lent là. Voilà. Comme ça. Alors il y en a 11, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Forcément, je les ai fait partir en diagonale. Alors ça fait que... Pas les choix les plus judicieux que je fais, tiens. Hop là, voilà. Et donc ici. Et il me semble pas que j'ai deux choses vraiment à vous dire, c'est vrai au niveau de l'histoire ou autre. Ouais. Non.
Non, c'est vrai que j'ai rien de plus à vous dire, donc voilà. Ok, mais écoutez, voilà qui est pas trop mal. On va ajuster la lumière, histoire d'avoir un peu de lumière ici. On va ensuite ajouter, ou plutôt ajuster, le focus. Et donc voilà ce qu'on a. Pour se quitter, voilà, j'essaie de vraiment mettre la lumière très proche de ça, que ça éclairera un peu, ouais, ce sera un peu plus intense au milieu et peut-être un peu moins lumineux sur les côtés, mais ça devrait permettre effectivement de... Voilà, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on voit toujours rien, comme ça je pense. Voilà, bon. Voilà donc pour cette première partie de notre rétrospective du magazine officiel Lego Legends of Shima, du numéro 1 au numéro 11, donc avec petit résumé d'histoire. Nous, on se retrouve eh bien, pour la seconde partie, donc on sera du numéro 12 au numéro 22, et on continuera pareil, hein, ça va me lancer, on verra les figurines, les histoires et autres, donc, enfin figurines et structures et autres petites surprises, donc qu'on a eu sur les autres magazines. Voilà, je pense que c'est à peu près tout là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié cette première partie et donc j'espère que vous serez aussi présent pour la seconde. D'ailleurs dans la seconde, à la fin bien sûr, comme j'ai dit, on mettra tout ensemble et aussi on fera un petit récap des couvertures. Voilà, comme ça on prendra le temps un peu à la fin, pour ceux qui veulent, de revoir toutes les couvertures les unes après les autres afin voilà, se rappeler un peu des souvenirs. Voilà, à plus donc pour la seconde partie. Questions, commentaires, allez-y, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut, salut.